économisons-la. La matinale de Radio Classique avec Fabien Albert. Et vous êtes bien sur Radio Classique, 7h43, l'écho du monde. Avec vous, Lucas Aubin, bonjour. Bonjour Fabien. Et vous aussi, vous revenez sur ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui se déroule demain en Alaska, à Anchorage. Alors pourquoi la rencontre si attendue se déroule-t-elle en Alaska, à 7500 km de l'Ukraine? C'est surprenant, non ? Oui, évidemment, Fabien, ça surprend. Si je vous dis vieilles églises orthodoxes, plaines enneigées, population parfois russophone, vous pensez évidemment à la Russie, et pourtant non, on est bien aux États-Unis, en Alaska, et c'est là que Trump et Poutine vont se croiser ce vendredi. Alors, ce choix n'est pas du tout improvisé. L'Alaska a été russe jusqu'en 1867, avant que les États-Unis ne l'achètent pour 7,2 millions de dollars. Un bon coup, comme on dit, qui à l'époque avait fait sourire. 150 ans plus tard, cette vieille frontière commune devient le décor d'un sommet au sommet. Alors symboliquement, c'est parfait. Terrain américain mais proche de la Russie, lieu chargé d'histoire et de stratégie, et un espace qui dit on se parle à l'écart de nos capitales, sur un sol qui nous relie et qui nous sépare à la fois. De quoi nourrir bien sûr les chaînes d'infos pendant des jours. Donald Trump n'a d'ailleurs pas manqué d'en jouer en déclarant avant-hier de façon ironique « Je vais en Russie ce vendredi ». Alors pourquoi Donald Trump va-t-il en Russie ce vendredi ? Pourquoi maintenant ? On avait l'impression ces dernières semaines que le président américain se lassait de Vladimir Poutine. Oui, et ce n'est pas le seul. Sur le terrain, la guerre s'est figée par endroits, mais les pertes humaines et économiques continue. En fait, côté russe, Poutine louvoie. Il veut desserrer l'étau des sanctions, au moins en donnant l'image d'un dirigeant ouvert au dialogue, tout en poursuivant encore et toujours ses objectifs militaires. En fait, pour lui, c'est un test, voir jusqu'où le président américain est prêt à aller dans les concessions. Côté américain, Trump cherche à faire la différence, notamment à l'approche des midterms. Il répète depuis des mois, on le sait, qu'il mettra fin à la guerre. Là, il se donne l'occasion de se montrer en négociateur direct, capable de discuter, entre guillemets, d'homme à homme avec Poutine. Et le format parle de lui-même, un vrai tête-à-tête, équipe réduite, pas de protocole lourd, pas de communiqué final annoncé. En clair, liberté de parole maximale, mais attente officielle minimale. Et l'Alaska, ce n'est pas juste pour la carte postale, Lucas. Non, pas du tout, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, parlons géographie. Si l'Alaska est surnommé le gardien du Nord, ça n'est pas un hasard, c'est l'État américain le plus proche de la Russie. Seulement 88 km séparent les deux terres et 3,5 km séparent les deux îles les plus proches. Ensuite, l'Alaska, c'est un point de contact historique entre les deux pays, pour le meilleur et surtout pour le pire. Durant la guerre froide, c'était l'avant-poste face à l'URSS pour les Américains, et aujourd'hui, c'est une clé pour l'Arctique qui devient un espace stratégique. Ressources, routes maritimes, posture militaire. Ce choix a d'autres avantages. Il éloigne les discussions du théâtre européen, ce qui arrange Moscou pour parler sanctions ou OTAN hors contexte Ukraine. C'est ce qu'on pourrait appeler un lieu de gêne partagé. Loin, pas pratique, mais sûr pour les deux. Poutine, qui est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne risque pas d'y être arrêté, car ni Washington ni Moscou n'ont ratifié les statuts de Rome. En clair, en se voyant au cœur de l'Alaska, Trump et Poutine ouvrent un canal bilatéral hors d'Europe dans un décor familier hautement symbolique. En attendant, l'Alaska se prépare, la presse locale ressort les vieilles histoires de l'achat de la région par les États-Unis, et à l'heure du retour des prédateurs, c'est une façon de rappeler que la géopolitique, c'est aussi une affaire de business. Les États peuvent alors être des biens économiques et l'Ukraine, un territoire à dépecer. Est-ce que cela veut-il dire, que quelque chose va être signé demain ? Alors ça, c'est peu probable. Les deux camps parlent d'une rencontre exploratoire, pas d'un sommet qui changera tout. Trump a en poche la possibilité d'évoquer un allègement de sanctions ou la pression de l'OTAN. Poutine peut agiter un cessez-le-feu temporaire qui figerait ses gains. Mais il y a un obstacle de taille, évidemment, l'Ukraine. Ni Zelensky ni son gouvernement ne sont prêts à céder sur les frontières. Et un accord conclu sans eux ferait scandale. Résultat, ça ressemble pour le moment à une partie d'échec médiatique plus qu'à une négociation de paix. Chacun teste l'autre, prend la mesure, envoie des signaux. Une chose est sûre, Trump aura sa photo,
Poutine sera pris au sérieux, on aura de belles images, peut-être quelques formules bien senties, mais derrière tout ça, les positions, elles, pourraient bien rester gelées. L'écho du monde de Lucas Aubin en direct. Merci Lucas, on vous retrouve demain, même heure, pour un nouveau décryptage sur les questions qui font l'actualité du monde. Il est 7h48 sur Radio Classique. Vous nous écoutez peut-être ce matin depuis votre résidence secondaire. Havre de paix idéal durant ces vacances estivales, un lieu au service aussi de la communication présidentielle. Dernier exemple en date, hier, où l'on a pu voir Emmanuel Macron accompagné des ministres Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu, ainsi que du président du Conseil européen Antonio Costa autour de la table au fort de Brégançon, avant d'échanger par visioconférence avec Donald Trump notamment. C'est le thème choisi par Marc Bourreau pour son journal imprévisible.